C'est un immense photographe, c'est le photographe des stars, c'est le photographe de Johnny, de Sylvie, de Paul Narev, des photos qui ont fait scandale, des pochettes de disques mythiques, c'est Tony Frank. Bonjour Tony. Bonjour Patrick, une fois de plus, bonjour. Bah oui, je voyais derrière, là, il y a les années Tony Frank, Johnny Hallyday évidemment, il y avait aussi Gainsbourg, on en parlera. Tiens Johnny, c'était vrai, est-ce que c'est vrai qu'il était né dans la rue ? Quasiment, oui, exactement. Oui. Ouais. Non mais quand je dis ça, parce que c'était un album dont tu as réalisé la pochette, qui est mythique. Un des albums dont j'ai réalisé la pochette, ouais. C'est ça, c'est dans celui-là. Oui, c'est celui-là. Ouais, mais il est devenu mythique celui-là, ouais. Ouais. Rivière, ouvre ton lit. Oui, Rivière ouvre ton lit. D'ailleurs, allez, il vient de ressortir. Ah oui. Photo, une séance photo et photo de Tony Frank. Tu sais, pour l'anecdote, que non, tu sais pas, sur cette photo, pendant que je fais la photo, il a le pied dans le plâtre en fait, la jambe dans le plâtre. Ouais. Et à l'époque, ils s'en foutaient. Ils disaient on fait les photos quand tu veux, donc plâtre ou pas plâtre, on a fait les photos. Incroyable. Et personne, en voyant la photo, personne ne peut s'en douter, non. Non, mais alors c'est toi qui as l'idée du bandana Non, ça, c'est parce que à cette époque-là, il chantait comme ça sur scène. Ça avait ce côté un peu Jimi Hendrix, avec des petits foulards un peu partout. Ouais. Tiens, regarde là, ça c'est pas une photo de Non. Tony, mais là, ça ce sont des photos de Tony. Oui, ça c'est. Mais comme ça, voilà. Ça c'est un enregistrement à droite, et enregistre à Londres, je ne sais plus quoi, et à gauche c'est en tournée, on était à Cannes. Ouais. Voilà. Et ça, encore une pochette Alors signée ça, Tony Frank. C'était une fausse photo de scène. Tu m'apportes que des trucs avec des anecdotes. Oui. En fait, on voulait faire une photo un peu genre Elvis Presley, donc petite ceinture fine, genre Elvis, la guitare comme ça, un peu comme Elvis, et on a fait la photo avant le spectacle. Donc j'ai amené de l'éclairage pour faire comme si c'était un éclairage de scène assez sommaire avec une lumière directe. Et puis voilà. Ouais. Vous savez qui parle le mieux de Tony Frank ? Ce sont toutes les stars qui ont adoré être dans l'objectif de ce monsieur que j'ai en face de moi depuis quoi, 50 ans hein, 50 ans, depuis 50 ans, on se connaît, ouais. Oui, et celui qui en parlait peut-être le mieux, c'est Johnny. Regardez, extrait d'un formidable documentaire sur Tony Frank. Moi j'aime beaucoup Tony. Tony est un super bon photographe et il a fait beaucoup de pochettes de disques pour moi, de couvertures de magazines. Tony n'était pas comme un professionnel et puis il voulait pas vous transformer. Il se prenait pas au sérieux. J'ai une confiance totale en lui et qu'il ne fait rien paraître sans me soumettre les photos. C'est quelqu'un qui a un œil, qui a un regard, qui voit tout, mais avec de la bienveillance. Le succès de Tony n'a pas fait de lui un type prétentieux qui donne des ordres, etc., s'impose, pas du tout. Tout ça était très naturel parce que Toto a ce talent extraordinaire de vous prendre. On n'entend même pas le clic. Je retiens quand même le Toto de Véronique Sanson, Ouais. hein, qui t'appelle Toto. Eh ben oui. Tu es son Toto. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est comment on entend ça, on est ému, Tony, se dire toutes ces voilà, il y a quand même une... La première fois, j'étais ému aussi parce que c'est très sympa qu'ils disent ça de moi, comme je suis plutôt d'un genre réservé et modeste. Ça m'a un peu gêné, quoi. Ouais, elle dit, on n'entend même pas le clic. Ouais. Non, mais ça veut tout dire, ça. Ça veut dire qu'en fait, tu captes quelque chose de spontané. Mais je crois que c'est le but de mon travail, c'est de ne pas déranger et surtout que les gens soient le plus naturel possible. Donc pour être le plus naturel, il faut se faire oublier. On n'est pas là pour faire un machin. Et puis les gens sont figés. Après, surtout Véronique, elle déteste faire des photos en studio, par exemple, parce que comme il y a des projets réglés sur elle, elle ne peut pas trop bouger et elle se sent coincée, quoi. Ouais. Donc la plupart des photos que j'ai faites avec elle, qui se passaient le mieux, c'était en extérieur, souvent avec si je voulais faire des portraits, souvent c'est arrivé quand on était en vacances en Espagne, enfin Ibiza, je mettais des gens autour d'elle qui lui parlaient et j'essayais de choper des trucs en ayant choisi une bonne lumière douce, quoi. Ouais. Mais au moins elle n'était pas coincée entre des éclairages. Je pense que c'est l'essence de mon boulot, c'est de le faire que les gens soient le plus naturels possible, en tout cas. Ouais. Là, il y a un petit bouquin, regarde. Ah oui. Ça, c'est un truc, voilà, si on l'ouvre comme ça, on se rend mieux compte. Ouais. Hein. C'est mythique. Et alors là, il y a toutes les photos, je ne sais pas si on peut voir, voilà. C'est l'histoire de... Toutes les photos de la séance mythique Voilà, c'est qui va l'histoire donner de... cet album-là. Ouais. Et cette photo, surtout avec Jane enceinte de Charlotte, Oui. sur la photo. Jane Charlotte a 3 mois, là. Ouais. Et alors, le monkey
hein, Le banquier qui le cache le singe, ventre. Ouais. qui cache le ventre. À ce moment-là, c'est pas un 10, on se dit il va faire un carton Melody Nelson. C'est-à-dire que Serge pensait que ça allait bien fonctionner, puisque c'est le premier album concept ou concept album en France. Sauf que ça a été un flop. Il a vendu à l'époque, je crois qu'une vente moyenne d'albums 33 tours de 30 cm, ça devait être autour moyenne, hein, 300 000 ou 350 000. Les bonnes ventes, c'était 700, 800 000, voire 1 million pour certains trucs. Bref, là, il a vendu 30 000. Ouais. Donc, il a quand même fait la gueule, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est devenu mythique par la suite. Serge, si tu nous entends, C'est non, ça. il doit être content, quoi. Ah non, mais là, c'est extraordinaire parce qu'il aimait tellement ce disque. Ah non, mais là, c'est vrai qu'on a la photo. Hein. Oui, c'est Donc sur un fond avec quoi? Un déroulé, un fond bleu. Un fond bleu ciel, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que il est éclairé de manière à ce qu'il soit un peu pastel comme ça, mais il est certain que j'aurais voulu qu'ils appellent ça le bleu. Ils ont appelé ça le bleu mélodie dans les maisons de disques, quand ils ont ressorti un autre album, un coffret avec 2 albums. Bref, ils ont appelé ça le bleu mélodie. Je trouve qu'ils auraient dû appeler ça le bleu de Tony, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes ça, Non, parce c'est qu'il y a déjà le bleu Hein de Klein, pourquoi pas le bleu de Tony? ça, c'est l'arrière d'une pochette de disque, voilà, Ouais. du premier Oui, parce album que de Jane. ce qu'il y a Et on autour, voit là, ça sont les tirages de Tony. et ça a été des pochettes de 45 tours, le dos. Ouais, ouais. On entend la voix de Jane. Jane, elle a beaucoup compté pour toi, quand même. Oui, oui, oui. Oui. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que elle a une sensibilité, un charme d'abord. Puis c'est drôle parce que pendant que Serge travaillait sur l'album de Melody Nelson avec Jean-Claude Vanier à Londres, moi je me baladais avec elle pour faire des photos dans Londres, histoire de passer le temps. Donc on se marrait beaucoup, quoi. Ouais. Quand je dis Jane, c'est vrai qu'elle manque parce que Oui, elle manque. elle avait quelque chose de particulier, Oui. d'unique. Oui. Alors, elle manque, mais Serge me manque beaucoup aussi. Ouais. Franchement, alors on me dit Serge ou Johnny, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas musicalement c'est pas pareil. Même si tout ça c'est quand même un peu rock'n'roll, même Serge. Mais je veux dire que Serge, il y a des textes qui vont rester. Il y a une œuvre. Johnny, c'était surtout on l'a dit, mais c'est vrai, c'était une bête de scène, quoi. Moi, j'ai vu Johnny plus tard, enfin, avant qu'il parte, quoi, où il était tassé, presque bossu, derrière la scène. Et au moment où il met le pied sur la scène, il se redresse et c'est parti, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment que ça fonctionnait avec le public. Pour lui, le public, c'était hyper important, quoi. Ouais. Tiens, Jane est là, écoutez. Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moons, des blues? Voilà les photos de Tony. Ah oui. Il passe comme ça. Tu l'as photographié, Jane, tous les plans, là. Ça a été quelque chose Oui, de oui, fou, enfin, hein. je vais être à peu près le seul à pas l'avoir photographié nu. Bah, c'est bien, moi Ouais. je dis ça. C'est drôle, c'était pendant la séance de Melody Nelson, ça. On s'est dit après, on fait 2-3 photos un peu nues, mais pas vraiment, quoi. Ouais, C'est pas mon truc, ça. ouais. C'est des photos qui ont quelque chose de toi. C'est qu'au fond, ton regard, comme ça. Parce que c'est vrai qu'on l'entend dans le documentaire qui t'a été Ouais. consacré. Tu arrivais à la photo parce que par hasard. Non, je suis arrivé à la photo parce que j'adorais la musique, comme en plus je chante faux, qui aurait fait la pochette. Donc j'ai préféré faire les pochettes et pas chanter. Non, je plaisante, mais c'est parce que j'adorais le jazz au début du jazz en France. Tu n'étais même pas né, donc bref. Et du jazz, c'est passé au rock'n'roll, ou enfin aux chanteurs un peu pop anglais du style Paul Anka, les Platters, etc. J'avais 13-14 ans, quoi. Et après, le jazz m'a emmené à faire des photos dans les concerts de jazz de Louis Armstrong ou Modern Jazz Quartet, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, le rock'n'roll est arrivé. Moi, je te raconte pas tout, enfin, je raconte pas tout, sinon on va être là pendant 2 plombes. Mais il y a eu l'histoire du Golf Draw, où tout ce qui était rock'n'roll français a commencé au Golf Draw, quoi. Donc pendant que certains groupes se formaient, genre les Chaussettes Noires, les Pirates et autres, Dalton, j'allais là-bas et j'ai commencé à faire des photos de ces groupes, quoi.
Ouais. Ma première pochette de disque, c'est un groupe qui s'appelait les Dalton. C'était leur premier disque aussi. Et le chanteur des Dalton s'appelle Long Chris. Et c'est donc le meilleur pote de Johnny, quoi. Ouais, incroyable. Tiens, on parlait tout à l'heure Véronique Sanson. Alors là, on sent qu'avec tes artistes, il y a une proximité qui fait que les photos sont formidables. Entendre la voix de Véronique. Oui. Et c'est vrai que ça joue beaucoup pour faire de bonnes photos. Il faut la confiance. Et oui, il faut la confiance. Mais en même temps, il faut ne pas les emmerder tout le temps. Une fois, je crois, Johnny, j'ai passé 39 ans avec Johnny, je crois qu'une fois, il m'a dit « Viens Lamarre, tu ne veux pas poser tes appareils, là ?» Parce que même si je ne faisais pas de photos, rien que de voir l'appareil photo, ça le coinçait un peu, parce qu'il se disait « Je ne vais pas me mettre le doigt, me gratter le nez, mais presque, quoi. » Parce qu'il avait la hantise de voir sans arrêt des gens avec des appareils qui le suivaient, enfin, ce qu'on appelle gentiment des paparazzi, et c'est pas rigolo, quoi. Je me dis, si t'es un artiste, enfin, si t'es quelqu'un de connu, t'es poursuivi comme par des chasseurs, quoi. Ouais. Donc, une fois, il m'a dit si je peux pas pose tes appareils. Ouais. Sinon, je les avais pas tout le temps, quoi. Ouais, ça, Oh là là. Tiens, regarde ça. Oh là là. Eddie Mitchell, pochette photo signée Tony. Ouais, ça, c'était là où il habitait, à 40 km de Paris, à Montfort-la-Maurie. On a mis nous-mêmes les clous pour mettre les pistolets. Non, regarde, et le verso. Oui. Non. Ah ben le verso, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, il y a les noms des flingues d'un côté, je crois, et de l'autre côté, le nom des chansons. Voilà, c'est ça. Eddie, une sacrée histoire avec Eddie quand même. Une histoire de copains, d'amitié incroyable. Oui, mais... Et puis en plus, c'est pratiquement le seul qui reste dans le rock'n'roll français. Ouais. Il est encore là, quoi. Il tient la route et ça va, quoi. Mais bon, il a une nature comme ça. Et, non, mais Eddie n'a jamais exagéré, contrairement à Johnny. Donc, disons que c'est la différence entre un diesel et une Formule 1 ou un truc comme ça. Il sait économiser. Voilà. Je me souviens même plus de ces photos. Ouais. Ouais. C'est drôle. Ouais, évidemment, les canailles, les dernières photos, ils étaient tous les trois avec Dutron, Johnny et les... J'ai fait parce qu'ils m'ont demandé à moi de le faire dans la mesure où j'étais pour eux le plus légitime, puisque j'ai commencé en même temps qu'eux et en même temps au golf. Donc on est tous à la limite des enfants du golf, quoi, si je puis dire. Ouais. Tiens, parler de Johnny tout à l'heure. Regarde, voilà, moi je vous montre, ça ne sont que des pochettes signées Tony. Non mais ça, je suis pas sûr que ce soit moi, l'extérieur. Voilà, Tony. Hein. Et l'intérieur À l'intérieur, à l'intérieur, il y a plein de choses. Regardez. Tout ça, c'est à Londres. Ouais. Je sais plus en quelle année. Mais attends, à chaque fois, tu partais en voyage, tu allais dans les lieux d'enregistrement, concerts. Oui, mais alors, je voyais pas grand-chose des pays. Souvent, on me disait quelle chance tu as de voyager autant. Je disais, mais je vois les aéroports, les salles de spectacle et les chambres d'hôtel. Mais bon, j'ai quand même des souvenirs. Non, je me suis amusé, je photographiais mes chambres d'hôtel. Donc j'avais gardé des polaroids de toutes les chambres d'hôtel, puisque c'est à peu près le seul truc que j'avais dans chaque pays. Mais alors des séances de photos quand même mythiques, tu regardes. Ah oui, ça, photo Tony Franck, Julien Clerc, grande époque de Julien. Oui, absolument, c'est vrai. Ouais. Grande époque. Ça, souvenir. Oh là là. Regardez, j'en ai même une autre. Alors, regardez. Big bisous. Photo Tony Franck. J'ai fait toutes les pochettes de Carlos pratiquement. Ouais. Alors il m'appelait au dernier moment. Et la photo aurait dû partir à l'imprimerie 3 semaines avant, parce qu'à l'époque c'était encore un peu plus long que maintenant. Et donc il fallait faire la photo en vitesse. Et Big Bisou, je suis sûr que de nos jours, on l'aurait fait avec Photoshop, de mettre le rouge aux lèvres en forme de baiser sur ses joues. En fait, là il a fallu qu'on trouve une jeune femme. C'était vrai, regardez. Il a fallu qu'il y ait une jeune femme qui l'embrasse. Oui, qu'on lui mette du rouge aux lèvres sur la bouche. Ça ne devait pas l'embêter, ça ne devait pas le gêner. Non, il était ravi. Il était ravi, ouais. Il y a même eu une pochette avec... il s'était mis un chapeau à la place, comme ça, il était tout nu. Oui, Carlos. Non. En fait, c'était un poster pour Hit Magazine. Ouais. La chanson s'appelait Tout nu, tout bronzé. Oui, mais tu sais pourquoi? C'était une réponse à l'affiche de Paul Naref. Mais oui. Ah, oui. Oui. Là, on va voir des images comme ça de toutes tes photos, parce que c'est vrai qu'il y a une diversité, Tony. Dans tout ce que tu as abordé, on croit, évidemment, il y a Johnny, évidemment, il y a Sylvie, Véronique, mais il y en a tellement d'artistes. Je crois que j'ai dû faire pas loin d'un millier de pochettes, en fait, en comptant les versions étrangères, quoi. Ouais, et là c'est des photos avec les stars internationales, de passage à Paris, les Chuck Berry. Chuck Berry, oui, non, et puis j'ai fait des gens chez eux. Je veux dire, j'ai fait Stephen Stills avec Véronique Sanson, forcément, mais
Sonny Cher, qui m'avait invité chez eux en 67, 68, je sais plus. Et puis, oui, j'ai pas mal d'anglais, quoi. Pas mal de groupes anglais à l'époque. J'allais une fois par mois pour Salut les copains faire des groupes anglais ou des chanteurs anglais, dont Donovan, Georgie Fame, les Who, les Animals, enfin bon, un tas de gens comme ça où la musique était sur place à Londres avant d'arriver. Il y avait un décalage avec Paris, quoi, de 3 semaines, un mois. Et avec les États-Unis, il y avait un décalage de 2-3 mois, quoi. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de... Françoise Hardy. Beaucoup de choses avec Françoise. Non, pas beaucoup de choses, parce qu'il y avait Jean-Marie. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est Jean-Marie Perrier qui est évidemment amoureux d'elle et qui faisait les photos des... oui, donc j'ai fait une fois, je crois, ou deux, des photos d'elle, parce que je sais pas où il était peut-être parti à l'étranger en tournée avec les Stones, et on m'a dit il faut faire François. J'ai dit oh là, il va gueuler. Et finalement, j'ai dû aller à Londres. Elle était en tournée à Londres, je crois. C'est ça que j'ai fait comme... Ouais, elle entend des chansons extraordinaires, L'amour en privé, écrite par Serge Gainsbourg sur l'album Message personnel. Écoutez Françoise Hardy. Bien, regardez, Sonny, des pochettes. Tiens, une star, Pierre Billon, pochette de Tony Franck, le copain de Johnny de Sardou. Hein. Oui. Alors là, elle, c'est une autre histoire. Marie, Marie. pochette Marie. Tony Franck. Ouais. Marie, qui avait gagné l'Eurovision, qui chantait des chansons extraordinaires, avec qui tu as eu une histoire, mais qui est morte tragiquement jeune. Oui, mais elle était en plus très fragile. Je crois qu'elle avait déjà des problèmes de santé. Et c'est quelqu'un de très tendre, très gentil, mais vraiment, le mot gentil a peut-être été inventé pour elle. Oui, c'était une copine de la chanteuse Joël, du groupe Il était une fois, elle aussi morte tragiquement, que tu as connue. Oui, mais enfin, Marie, c'était une maladie. Joël, c'était quand même un peu plus dans les problèmes de drogue et des choses comme ça, quoi. Oui, mais tu te dis que c'est gâché aussi. C'était un peu c'est quand même terrible. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens, d'anglo-saxons qui ont eu ce problème de drogue et qui ont eu, comme tu dis, une vie gâchée. Mais est-ce que, s'ils n'étaient pas morts à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient eu d'autres succès? Je ne sais, on ne peut pas le savoir. Il y a plein de gens qui sont morts, je ne veux pas dire à temps, mais qui sont morts avec leur œuvre. Donc après, on ne sait pas. Je veux dire, je ne fais aucun rapprochement. Mais par exemple, Paul Naref, il a fait beaucoup de choses, de belles mélodies pendant des années. Puis d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il était à sec, quoi, pendant des années. Là, on voit la photo. C'est toi qui l'as faite, cette photo. Oui, j'ai fait cette photo. On va la dire, allez, en soyant un peu vulgaire. On va dire cul nu. Oui, c'est pas la première photo sur tous les murs de Paris. Avec les mais là, j'ai été convoqué à la brigade des mœurs, au Quai des Orfèvres, pour attentat à la pudeur. Donc, moi, j'ai dit qu'on avait voulu faire une petite blague façon potache, parce qu'on ferait ça de nos jours. Enfin, peut-être qu'on n'aurait même pas le droit, avec tout ce qui se passe, MeToo par-ci, MeToo par-là. Bon. Mais en même temps, sinon, ça ne fait aucun effet. À l'époque, quand j'étais à la brigade des mœurs, là, j'ai vu, il y avait un flic derrière un bureau, avec une machine à écrire, comme dans les films en noir et blanc, avec une machine à écrire en TV. Il me dit, vous reconnaissez que c'est vous, etc. Bon, je dis, attendez, on a fait ça pour qu'il y ait une réaction des gens. Et en fait, à côté de lui, il y avait au pied du bureau, des piles de bouquins tenus par des ficelles qu'ils avaient saisis. C'était des bouquins érotiques, je n'ai même pas dit des bouquins porno, ça n'existait pas. Donc ils avaient saisi dans les kiosques à Pigalle ou je ne sais pas où. Et donc ils comparaient cette affiche à la même chose, attentat à la pudeur, quoi. Donc je me sentais un peu mal quand même, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même pris très au sérieux. Donc ils ont commencé par poser le 4e morceau de l'affiche, puisque c'était une affiche posée en 4 morceaux. Et le 4e morceau, c'était les fesses. Donc à la place, c'est resté noir. Et après, il y a eu une amende de, je crois, 60 francs par affiche posée. Ah oui, ça faisait cher. Tiens, je ne sais pas si on peut l'entendre, Paul Naref, là. Alors, il chantait « Je suis un homme ». C'était aussi une façon de C'était pour répondre. ça qu'on a fait ça pour ça. Parce qu'à l'époque, c'était une insulte de dire un espèce de PD. Je suis désolé, parce qu'on va avoir des gens qui vont rouspéter, mais c'était une autre époque. Hein. Donc, il se faisait insulter parce qu'il avait les cheveux longs, même pas comme ils ont maintenant, mais il avait les cheveux longs et se faisait traiter d'homosexuel. Donc il a dit, à la base, on va faire une réponse à ça, et
il a voulu, en faisant cette chanson « Je suis un homme », il m'a dit on va faire une photo. À l'époque, les groupes anglais comme les Kings et tout ça avaient des chemises à jabot blanches avec des jabots, ça faisait un peu, pas efféminé, mais enfin pour l'époque, oui. Et l'histoire est partie de là. Ouais, écoutez, Paul Naref. Quoi de plus naturel en somme? Oh, lui, mon style correspond bien à mon état civil. Tout est dit là. Hein. Alors, Michel Berger, ça aussi, voilà, on parlait tout à l'heure. C'est un autre style. Lui, il s'appelle Michel aussi. Lui, il était bien sûr lui, c'est ça. C'était un. Oui, gars, là-bas, c'est un jeune homme d'une bonne famille bourgeoise, quoi. Oui. Donc, il s'est lâché à un moment, il a acheté un blouson de jean. À force de fréquenter Johnny, peut-être, non, je sais pas. Oui, ils allaient bien ensemble avec Johnny. Oui, ça se passait très bien, parce que Michel avait compris comment fonctionnait Johnny, et Johnny se tenait un peu à carreau. Il savait qu'il... Mais Johnny était, contrairement à ce qu'on croit, toujours quelqu'un de bien élevé, quand il fallait. Et il a été toujours... Moi, j'ai toujours vu dans les restaurants ouvrir la porte aux dames, laisser passer les dames devant. Il a toujours été très, très poli, et donc, il s'entendait bien avec Michel, quoi. Parce que, vous avez gaffe à ce que disait Michel, je pense que Michel n'a pas dû le voir, Johnny ivre-mort. C'est pour dire que Johnny faisait gaffe. Il se retenait de ne pas être ivre-mort. Oui. Non, toi, tu l'as vu souvent ivre-mort, Johnny? Je ne suis pas le seul, hein, donc je ne vais pas faire de la langue de bois aujourd'hui. Après, comment il était dans ces cas-là il y a eu il tenait, et puis il y a des moments où il ne tenait pas, comme tous les gens qui font trop, quoi. Mais c'est pas... c'est comme ça. Moi, j'ai vu Gainsbourg devenir Gainsbar aussi comme ça. Alors, le problème, c'est que quand tu veux faire des photos... moi, j'ai arrêté de travailler avec Gainsbourg quand c'est devenu Gainsbar, parce que il faisait plus attention. Donc je lui disais à un moment, je crois que c'est au dernier spectacle qui doit être au Casino de Paris, je crois, aux répétitions, comme il était un peu bouffi, et pour cause, j'ai essayé de lui dire, mets-toi un peu dans l'ombre pendant qu'il répétait, pour masquer un peu son visage, et il m'a fait répéter 3 fois. Je lui dis, mais non, Serge, tourne-toi, va plus parler. Il me disait, coin, j'entends pas. Bon. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, quoi. Donc, mon regret, c'est de ne pas l'avoir revu. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, c'était dur, souvent, de joindre les gens. Alors, après, il y a eu les répondeurs, donc vous pouvez laisser un message, mais il y a une époque où il n'y a pas de message. Donc, je pense qu'il y aurait eu des téléphones portables, j'aurais encore pu joindre Serge quand il est parti. Je crois que c'était à Vézelay, dans un hôtel, là-bas, chez un chef cuisinier connu à l'époque. Il est parti un peu en retraite. Et mon regret, c'est de ne pas avoir été le voir. Oui, jusqu'à la fin, parce que là, après, il est mort. Mais parfois, les gens font une mauvaise réputation. Son petit-fils, là, en ce moment, qui co-dirige la maison Gainsbourg, qui dit mon grand-père, c'était un type bourré tout le temps, insupportable. Oui, mais il ne l'a pas connu. Alors, c'est facile de dire ça, c'est parce qu'il a vu des trucs. Maintenant, je crois qu'il est revenu sur ce qu'il a dit en disant, depuis que je suis directeur adjoint, c'est lui qui m'a dit, il a insisté pour le dire adjoint, la dernière fois que je l'ai vu. Parce que je lui ai dit, bonjour monsieur le directeur. Ouais. Il m'a dit, non, adjoint. Enfin bref, il a dit que depuis qu'il se balade dans le musée, justement, il découvre l'œuvre de son grand-père, et surtout que, par moments, Gainsbourg était très chic. Donc il voit d'anciennes photos, etc. Et effectivement, si on retient que les trucs où il s'est marré à faire le crétin, pour être poli, et entre l'histoire de Whitney Houston, l'histoire du billet de 500 balles qui a volé, il n'y a qu'une chose où il s'est dégonflé. Je pense que c'est la maison de disques qui a dû lui dire de ne pas le faire. On avait fait une pochette de disques pour un album qui s'appelle Rock Around the Bunker, et il m'avait appelé pour me dire, viens, sans assistant, machin, amène juste un peu d'éclairage, et on va faire la pochette du disque. Et en fait, j'arrive chez lui, il me dit, tiens, installe l'éclairage, tu aimes bien le faire, avec une ombre là sur le côté, machin. Bon. Et en même temps, il y a un rouleau posé là, punaise-le sur le mur chez moi, et je reviens. Et d'un seul coup, je déroule le truc, pardon. C'est un agrandissement d'un bataillon de SS, ou de la Wehrmacht, enfin je ne connais rien là-dedans, mais un bataillon de militaires allemands qui était photographié dans une revue allemande qui s'appelait Signal, qui était une revue de l'armée allemande, quoi. Et il avait trouvé ça, je ne sais pas où, il avait fait un agrandissement, et le temps que j'installe le truc, enfin la photo, je punaise la photo, il revient avec une veste de nazi, quoi.
Alors j'hallucine parce que lui était quand même, il a quand même eu quand il était gamin une étoile jaune pendant la guerre, quoi. Et il arrive, il me dit, ça va comme ça. Alors il ouvre bien le col, il met sa petite perle là, comme ça, bien. Il me dit, ça va, allons-y. Alors je dis, il me dit, vas-y, vas-y. Donc j'ai fait des photos. Alors je lui faisais tourner la tête, machin. Et c'est à peu près les seules photos que j'ai gardées pendant des années dans un coffre pour pas qu'elles soient perdues, enfin qu'elles soient volées. Et en fait, quand la pochette est sortie, ça a été remplacé par un dessin qu'il a fait de lui à la plume, quoi. Et un autoportrait. En fait, je ne l'ai jamais demandé, puisqu'à l'époque, déjà là, je suis encore timide, mais j'étais très timide, et lui aussi. Donc je ne lui ai jamais demandé pourquoi la photo n'était pas passée en recto de pochette. Et je pense que c'est la maison de disques qui a dû lui dire il faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin, comme c'est l'époque où il faisait. Il brûlait le billet de 500 balles, l'histoire de Whitney Houston, tout ça. Et puis l'histoire de, comment elle s'appelle, la chanteuse de. Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, Catherine Ringer. Ouais, merci. Ouais. Catherine Ringer. Quand il est traité de pute sur le plateau. Ouais. Mais ça, il était pas tout le temps comme ça. Gainsbourg, il pouvait. Non. Et puis en plus, c'était un type qui adorait rigoler. Moi, je me dis, les gens doivent penser qu'un mec qui vit dans une maison toute noire, etc., qui boit des coups, il doit brouiller du noir tout le temps. Et en fait, il adorait rigoler. Moi, plusieurs fois, quand j'ai fait la séance de la pochette de Melody Nelson, il est arrivé en retard. Une fois de plus, pas de téléphone portable. Donc, il était parti chercher la perruque que Jane a sur la tête, qui est Melody Nelson. Et en fait, il est parti chez des coiffeuses qui s'occupaient des grosses vedettes de l'époque, qui s'appelaient les Sœurs Carita. Bon, il passe là-bas et pour chercher cette perruque. Et il traîne. Et il arrive. Jane commençait presque à pleurer, comme elle était en plus faiblarde, puisqu'elle était enceinte. Bon, elle a un peu. Elle m'a dit, mais où il est Sergio? Où il est? J'ai dit, j'en sais rien, moi, où il est. Et puis on pouvait pas l'appeler, puisque pas de portable. Et bref, il arrive et il ouvre sa mallette. Et dans sa mallette, il y avait toujours 2 liesses de billets de Pascal, comme il disait, c'est-à-dire des billets de 500 francs, et 2 cartouches de gitane. Et il sort la perruque. Et il la met sur sa tête. Donc j'ai une photo vite faite comme ça qu'on a fait pour rigoler. Oui, il a la perruque sur la tête de Melody Nelson. Tout ça pour faire marrer Jane. Ouais. Et il adorait faire des conneries comme ça. C'est incroyable, hein. Ouais. Tiens, voilà les pochettes. Oh là là. Tony Frank. Ah ouais. Ça, à l'époque, Tony Chardin. Tu me parlais de la vente de Melody Nelson. Avant, et ben ça s'est vendu plus. Oui, l'Aventura de Tony Chardin, ils ont vendu près de 2 millions d'albums. Ouais. Ça aussi, ça se vendait énormément. Pochette Tony Frank. Clo, voilà, c'est l'album où il y a Le Lundi au Soleil. Énorme succès. C'est lui qui m'avait demandé de faire des pochettes, alors qu'une fois de plus, c'était Jean-Marie qui faisait toutes les pochettes de Claude. Là, je ne sais pas pourquoi il me demande de faire ça. Et donc, dans le studio, on fait la photo. Il y a eu un défilé avant qu'il arrive, 2 petites groupies, de petites fans qui venaient, chacun apportait un peignoir, une autre des mules avec marqué CF dessus sur les comment on appelle ça, des claquettes, quoi, en éponge, assorti au peignoir. Il y en a une autre qui apportait un truc pour purifier l'air dans la loge. Et tout ça, c'était des jeunes filles qui travaillaient gratis, quoi, qui étaient fans. Et en plus, je leur dis, mais pourquoi vous avez des bleus sur la... Ah mais Claude m'a pincé, parce que dès qu'il était furieux quelque chose n'allait pas, il pinçait les gens. Ah oui. Et alors elle me disait, il faut que je fasse attention, parce que j'ai déjà eu 2 avertissements, au 3e, je suis viré. Alors qu'elle était là, bénévolement, quoi. Ça m'a toujours halluciné, à tel point que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la séance. À un moment, il s'est engueulé, parce que tout le monde était autour de moi. Alors déjà, je me disais qu'on ne peut pas être tranquille pour être tout seul avec la personne qu'on photographie, quoi. Pour justement avoir un peu de proximité et que le type soit détendu. Enfin, le type ou la femme. Bon. Et d'un seul coup, il a commencé à engueuler comme du poisson pourri des gens. Je lui ai dit, Claude, j'étais obligé de lui dire, Claude, si tu ne t'arrêtes pas, je me barre. Ah oui. Je ne supportais pas ça. Enfin, je ne supporte toujours pas, quoi. Il était insupportable, on va dire. Ah oui, insupportable. On peut dire ça? Oui. Insupportable. Alors c'était un type très gentil. Il invitait les gens dans son moulin. Il sortait des bouteilles de Bordeaux invraisemblables et tout. Ce côté généreux. Mais je pense que ça vient du fait qu'il a été élevé en Égypte. Il est né là-bas, je crois. Et ce côté colon blanc, un truc dans ce genre-là, ça doit être de là. Je
C'est très bizarre. Franchement, alors, il a eu aussi un départ de carrière très dur, puisqu'il était musicien à Monaco, je ne sais plus où. Il jouait de la tuba dans un orchestre qui s'appelait les Gamblers. Et après, il les a engagés pour l'accompagner. Parce que c'était des jazzmen français, en plus, qui étaient très bons musiciens, qui étaient plus âgés que lui. Et j'étais mort de rire, parce que sur scène, ils les engueulaient, quoi. Ah oui. Ouais, et les mecs, ils se marraient, quoi, parce qu'ils disaient, qu'est-ce que ce mec qui nous engueule, là. Mais il était comme ça. Oui. Donc, et il aimait les très jeunes filles, ça c'est vrai? Ah bah oui, je crois qu'il s'en cache pas. J'ai vu l'autre jour sur les réseaux sociaux que je ne regarde jamais, un truc par hasard où il le dit carrément, quoi. Oui. Qu'il adore les jeunes filles parce que je crois qu'il dit, je ne vais pas regarder en entier, mais bon, jusqu'à, je ne veux pas dire 13-14 ans, mais après jusqu'à 18 ans. Non, je crois de 18 à 30 ans, ça ne l'intéresse pas. Et puis après, à 30 ans, elles prennent une espèce de... Oui, c'est terrible. Oui, ouais. C'était une autre époque. Mais oui, c'était une autre époque. Oui. Alors, c'est vrai que... je pense que, par exemple, il y a beaucoup de choses que Gainsbourg a faites qu'il ne pourrait plus faire maintenant. Mais à l'époque, il n'y avait rien de mal. Les gens se voyaient dans les clubs ou dans les nightclubs. Mais... Les gens dansaient ou je sais pas quoi. À la limite, quelqu'un passait, donnait une paire de claques sur les fesses d'une jeune dame ou d'un mec. Personne ne le prenait mal, quoi. Là, maintenant, c'est... Ouais. Johnny faisait ça? Oui, il a dû faire pire, même. Oui. Je sais pas quoi, mais enfin... Oui, mais c'était plutôt amical, quoi. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, si une jeune femme prend un ascenseur, tu la laisses monter toute seule, on ne sait jamais, elle va peut-être porter plainte, même si tu fais rien. Oui, des photos. Tiens, regarde, encore une pochette signée Tony Frank. Ah, c'est vrai. On s'attend à tout. Ouais. Sheila. L'amour qui brûle. Mais tu as une grosse collection de... Oui. Ma chanson préférée, c'est Patrick, mon chéri, qui se trouve sur ce disque. Ah oui? Ah oui, évidemment. On s'appelle Patrick, c'est une chanson qu'on aime énormément. Tiens, on va écouter, alors là, parce que les Stones, on va entendre. Tu vas les photographier. Il y a des photos extraordinaires à l'exposition en ce moment chez Atlantis. C'est vers... il faut remonter vers Boulogne. C'est sur les quais pas loin, là. Et c'est extraordinaire. Il y a des originaux. Du magazine L'Équipe. À côté du magazine L'Équipe. On voit c'est marqué en gros. La Française des Jeux, je crois qu'elle est pas loin. La Française des Jeux aussi. Et en tous les cas, c'est un immeuble où il y a beaucoup de salles de montage de télé. Ouais. Et alors, les photos là, ils sont exposés encore pendant plusieurs mois pour aller voir les photos de Tony Frank. On y voit donc là, on entend les Rolling Stones, on y voit les Stones, on y voit les Who, Bob Dylan, Prince, Madonna. Madonna, qu'est-ce que... Oui. James Brown. Blondie, James Brown. Chuck Berry. J'oublie un peu. Oui, Ray Charles. Avec Tina Turner. Fats Domino. Non, je n'ai pas mis Fats Domino, je crois. Oui, mais là, on voit quelques photos là, qui défilent. Bon, là, c'est les photos qu'on connaît. Ouais. Mais il y a vraiment, à ce moment-là, c'est les maisons de disques qui t'envoyaient, qui disaient, voilà, il faut aller faire des photos sur un terrain vague avec les Who en banlieue parisienne. C'est pas lui qui m'a parlé du terrain vague. C'est moi qui ai décidé des trucs. Non, ça, c'était pour les Who. Tu parles des Who. C'était pour le magazine Salut les copains, où j'allais, comme je disais tout à l'heure, une fois par mois, j'étais devenu, entre guillemets, spécialiste des groupes anglais en devenir. Alors, des groupes où les chanteurs, je te dis, j'ai fait Donovan, George Diffin, etc. Et je partais avec eux en tournée dans l'Angleterre. Et un jour, j'ai dû faire les 7 jeunes groupes. Donc, j'ai fait les Who. Dans ce sujet, il y avait les Who, Manfred Mann, les Moody Blues. Ouais. Black Sabbath, j'ai vu une fois. Il y avait Black Sabbath aussi. Et je ne sais plus qui y avait. Them, le groupe où le chanteur était Van Morrison. Tout ça, donc c'était. Donc je décidais. C'est alors qu'on me présentait les types qui venaient de faire leur premier disque chez leur manager ou dans leur maison de disques. Donc je discutais avec eux une demi-heure. Ouais. Eux aussi mal à l'aise. On voit la photo avec les Who, là, tiens, ouais. Exactement. Ouais, donc c'est moi qui disais, on va essayer de faire des photos en banlieue. Donc j'allais où il y avait une gare avec des rails, des tas de cailloux, des palissades et tout ça. Et il y a un groupe où, je ne sais plus lequel c'est, où j'ai fait des photos dans un square anglais avec un banc. Et il y avait un crétin du groupe qui avait un lance-pierre et il s'amusait avec son lance-pierre à balancer des cailloux sur les jeunes, pas les jeunes, sur les personnes âgées qui passaient, qui faisaient leurs courses, quoi. Je n'arrêtais pas de dire arrêtez, parce que je me suis dit mais pourquoi? C'était une espèce de punk avant l'heure, je pense.
Ouais. Je sais pas quel groupe ça. Bob Dylan, tu en parlais, on va l'entendre. C'est vrai que là, belle photo. Il y a des photos de Dylan. Oui. Mais sortir de concert, une photo comme ça dans une bagnole. Ça, c'était en allant à son concert. Il allait à son concert à l'Olympia. Je ne sais plus l'année. Ouais. Tu vois, Dylan, gamin à l'époque encore. Hein. Ah, cette photo noir et blanc, je l'ai faite, il est inconnu, Dylan. Il est venu en France chez Hugo Frey. En tant que mec inconnu, il a fait son premier album qui n'était pas arrivé en France encore, où il y a Blowing in the Wind. Quoi. Donc, il était là, il était venu rendre visite à un copain de la famille de Hugues, qui était un écrivain américain, en fait. Et ce qui est drôle, c'est... Enfin, drôle. Le truc, c'est que je suis allé cet été visiter le musée Bob Dylan aux États-Unis, qui est à Tulsa, en Oklahoma. Et il y a dans le musée une photo que j'ai faite, qui est affichée dans le musée, et qui en même temps, ils en ont fait des t-shirts. Donc j'étais un peu fier. Quoi. Ouais, tu peux, hein, tu peux. Hein. Tony, incroyable. Tony. Bob Dylan, prix Nobel. Donc je peux être fier. Le prix Nobel de la photo. Ah non, ça c'est voilà. Je sais pas. Moi, je le décerne à Tony Frank. Alors il y a des occasions de te voir. Alors je disais chez Atlantis Paris. Il y a d'autres expos. Écoute, pour une fois, je te vois pas avec des sorties de bouquins. Je te vois avec une foultitude d'expos. Non, j'ai cette expo chez Atlantis. Il y a une 60aine de photos qui doit être là jusqu'à la fin de l'année, en place. Et puis j'ai une expo qui commence le 1er mai à Honfleur, dans un garage de voitures de collection, parce que j'ai un collaborateur qui adore les voitures de collection. Je ne sais pas s'il en a beaucoup, mais ça vaut de l'argent, donc il me le dira peut-être pas, pour pas que je lui vole. Mais... En tous les cas, il est très pote avec un type qui a un garage où il retape des voitures qui viennent des États-Unis, du Canada, etc., etc. Donc on a décidé de faire une expo qui s'appelle Auto-Photo, avec des chanteurs en voiture. Bien sûr, il y a beaucoup de Johnny qui avaient des voitures sans arrêt. Il y a Julien Clerc, il y a Christophe, il y a James Brown, avec sa Rolls où la calandre est en or, dorée, là. Et puis, on a rajouté d'autres chanteurs, aussi un peu de chanteurs de rock, qui sont sans voiture. Voilà. Ouais. Il y a ça, et pour finir, à la demande de la municipalité de Pont-l'Évêque, ils viennent de me demander de faire une expo pour l'été, du 1er juin à mi-septembre, où il y a de tout, quoi. Vanille, fraise, chocolat, pistache. Non, je rigole, non, mais il y a effectivement des... Il y aura du Johnny, tiens, on va écouter encore Johnny, là, on va le remettre. J'ai appris que le maire de Pont-l'Évêque adore Johnny, donc j'en ai mis pour lui faire plaisir. Ouais. Et il y a aussi un truc que j'ai pas mis exposé depuis longtemps, c'est des acteurs et des metteurs en scène en noir et blanc, puisqu'on n'est pas loin de Deauville et du festival de Deauville. Ouais, il y a des belles photos avec Delon. Tu as beaucoup photographié Delon. Ouais. Tu aimais ça. Et Delon, il était sympa? Ouais, un peu froid, quoi. Ouais. Ah oui, c'était Alain Delon, normal. Oui, bah oui. Mais à l'époque, il ne parlait pas à la troisième personne encore. Ah oui, c'est vrai. Mais Johnny, il parlait de lui comme Jean-Philippe, non? Jean-Philippe Smet. Hein, vous me connaissez mieux que le nom de Johnny. Non, ça c'est le texte. Non, oui, mais quand même, il était resté ce petit gamin quand même au fond de lui. Ah oui, totalement. Ouais. Non, mais il a toujours été humble, Johnny, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais la plupart des gens que j'ai photographiés, il y en a peut-être certains qui ont eu la grosse tête, mais bon, je sais pas, peut-être Paul Naref, peut-être. Et puis j'ai eu des soucis avec avec Lulu Gainsbourg. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était intimidé ou quoi, il m'a carrément pris de haut. Ouais. Alors je dis, mais ton père serait furieux si il voyait la réaction que tu as, quoi. Bizarre, alors je sais pas si c'est des gens qui sont peut-être des fois mal à l'aise devant l'appareil, mais comme j'ai la réputation de mettre les gens à l'aise, j'ai pas bien compris. Je confirme. Ouais. Mais en tous les cas... Je confirme, Tony, tu mets les gens à l'aise. Merci. Hein? Mais en tous les cas, avec Johnny, j'ai jamais eu ce problème. Ouais. Il reste dans ton cœur, Johnny. Hein? Johnny reste dans mon cœur. T'as gardé son téléphone portable dans ton téléphone? Ah oui, tu l'as pas effacé. Tu l'as pas effacé? Non, je l'ai pas effacé. Ouais. Depuis cet été, non. Ah oui, on avait révélé le numéro de portable de Johnny dans une émission. Absolument. Hein, on était à La Rochelle. Ouais. Merci. Pas à La Rochelle. Pas à La Rochelle, à Angoulême. Voilà. Lèse-majesté. Tony Frank était notre invité. Courez voir ses expos, c'est magnifique. Et merci Patrick. Avec Johnny. Merci Tony. Merci, et puis d'avoir encore tous ces disques. Ah là. Moi je redécouvre tout ça. Ah oui, et Jean-Claude Vanier. Non, tiens, regarde. Ah oui, hein, Jean-Claude Vanier. Et Jean-Claude Vanier. Alors là, voilà, c'est un disque très rare, Jean-Claude Vanier. Hein. Même moi je l'ai pas.
Allez, salut Au revoir. Tony. Merci à beaucoup. bientôt. Et merci Patrick.